Bonjour à toutes et à tous. C'est un nouveau podcast qui se prépare ceci est le pilote. Donc je ne sais pas du tout où ça ira, mais voilà, je pense que la première chose à faire était de me présenter. Donc ce premier podcast de cette nouvelle chaîne de ce nouveau canal sur internet. Je ne sais pas où encore où sera distribué le podcast pour le pilote, mais déjà premièrement sur YouTube. Voilà. Donc je vais me présenter et puis expliquer ma démarche. Alors moi voilà, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, donc je vais essayer de résumer un maximum les choses pour ne pas alourdir le propos. Et puis petit à petit, je pense sur la chaîne, vous découvrirez un peu plus sur moi. On va dire que grosso modo, j'ai eu une scolarité un peu en dents de scie et des études secondaires un peu en dents de scie. Ce qui fait que je me suis retrouvé à l'âge de 30 ans et je n'avais aucun métier entre les mains. Je faisais un peu d'intérim, etc. Et j'étais complètement perdu. Et j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du développement informatique à la suite de la lecture d'un livre qui était un livre d'algorithmie. Un livre en français que j'avais acheté et que, en le lisant, je me suis dit finalement, l'informatique, le développement, c'est pas si inaccessible que cela. Et il faut dire que j'avais toujours eu un ordinateur un peu entre les mains à bidouiller, à faire un peu des jeux, du Windows, mais pas vraiment de la programmation en fait, hein. Mais j'avais une petite appétence pour l'informatique, disons depuis 1998. Et vers 2008, j'avais 30 ans et j'ai décidé de tenter ma chance en formation, ce qu'on appelle l'AFPA. L'AFPA qui est une organisation qui permet à des adultes de reprendre leurs études. Et on peut dire que ça m'a bien aidé parce que sans ça, je ne sais pas ce que je serais devenu. Et donc voilà, quoi, c'est la réalité, hein. Il faut rendre hommage à la France et à l'AFPA de m'avoir permis tout simplement de reprendre mes études alors que beaucoup de pays peut-être n'ont pas cette opportunité, des pays moins développés ont peut-être moins cette opportunité, donc je suis content à ce niveau-là, il y a pas de problème. Et donc voilà, j'ai fait une première fois l'AFPA en 2008. Et à la suite de cela, j'ai travaillé un peu, mais ça s'est avéré assez compliqué parce que, malgré tout le bien que je viens de vous dire de la France et de l'AFPA, et bah, il faut dire qu'en sortant de l'AFPA, j'étais, médiocre, en fait. Et pour une raison simple, c'est que l'AFPA vous donne simplement le strict minimum et c'est à vous de travailler comme un malade pour arriver à des résultats, en fait. Il faut savoir une chose, c'est que si vous demain vous dites: «OK, je vais faire», à partir du moment où vous êtes strictement débutant en programmation. Moi, le problème à l'époque, c'est que j'étais strictement, mais alors, j'avais jamais planté une seule. Alors, quand j'étais petit, j'avais un Amstrad CPC, j'avais dû faire quelques commandes en basique, c'est tout, point. C'est le seul truc que je savais faire. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu du niveau zéro. Donc si vous vous retrouvez aussi dans cette situation niveau zéro de la programmation et donc vous décidez de soit partir à l'AFPA, soit de faire un bootcamp, comme on appelle, etc., des formations accélérées qui vous promettent en 6 mois de faire de vous un développeur, c'est tout à fait possible sur le papier, mais alors il va falloir que vous bossiez jour et nuit. Et quand je vous dis jour et nuit, c'est même pas assez. Ah oui, mais c'est comme ça. Parce que en fait, quand tu es débutant, il y a plein de trucs, qu'il va falloir que tu testes, en fait. Il va falloir que tu testes et que tu retestes pour comprendre ce qui se passe. C'est pas en fait, le truc, c'est que si tu veux simplement comprendre les choses, si simplement tu veux comprendre les choses en lisant les polycopiés du prof et cetera. Alors évidemment, il y avait un peu de TP avec, les cours de l'AFPA, mais c'est encore pareil. Les TP, ils vous font faire des trucs basiques et c'est certainement pas des choses qui sont demandées en entreprise. Donc ça veut dire que, de toute façon, même si tu bosses comme un chien, tu seras lésé par rapport à ce qu'on va te demander réellement en stage ou en entreprise. Parce que ce qu'on va te demander en stage ou en entreprise, c'est du concret. Voilà, c'est des choses du monde professionnel. Donc même si tu travailles comme un chien, mais l'avantage de travailler comme un chien, c'est que tu vas maîtriser des concepts.
Donc OK, tu seras peut-être un peu perdu en arrivant en entreprise parce que, c'est pas des choses qu'on voit forcément à l'école, mais au moins tu auras les concepts bien inscrits au fond de ton esprit. Voilà, donc moi dans mon cas, je n'ai pas, fait ce travail. Là, je me suis laissé porter par l'AFPA et donc à l'issue des 9 mois, dont un stage de 2 mois et demi, j'ai eu mon diplôme ric-rac. Parce que bon, justement le jury a bien vu que j'étais un peu machin, mais certainement que j'étais appuyé par mes professeurs qui ont dit: «Bon, bah, ma foi, c'est un gars qui était rigoureux», dans le sens où premièrement, j'étais bah, déjà j'habitais sur place à l'AFPA, j'avais une chambre. Donc j'étais rémunéré, il faut le savoir, par le pôle emploi parce que j'avais des assédiques en arrivant, donc ils ont maintenu mes assédiques durant tout le temps de la formation. Donc moi j'étais sur place, j'avais aucune raison de sécher ou de manquer ou de pas être, assidu. Donc là, je pense que j'étais appuyé par mes profs pour avoir le diplôme, mais en vérité, ils ont hésité à me le donner. Parce que en fait, je savais faire des petits trucs, mais, on sentait que derrière c'était, un spectre fantomatique, ma structure, de pensée, en tant que développeur était fantomatique. Bon, bref, donc je vais sur le marché de l'emploi et il faut dire que là, c'était, déconvenu sur déconvenu, quoi, en fait, hein. Bon, je me rappelle, j'avais fait un premier mois dans une entreprise, sur Paris, ils m'ont viré au bout de 15 jours, quoi, en fait, hein. Donc ça s'est tellement mal passé, dans ce premier, dans ma toute première expérience professionnelle en dehors du stage. Le stage s'était bien passé. Mais en fait, j'avais un peu choisi la voie de la facilité. C'est-à-dire que j'avais été dans une web agence, alors que moi, j'étais censé faire de l'informatique de gestion. Mais en fait, grosso modo, dans ce stage, j'ai fait plus de l'HTML, CSS qu'autre chose. Avec un peu de C Sharp, etc. Parce qu'ils avaient une application interne à l'entreprise. Mais bon, c'est une application qui n'avait pas des enjeux hyper critiques non plus. Donc j'ai pas appris non plus énormément. J'ai pas beaucoup évolué en fait au travers de ce stage, si ce n'est peut-être sur le plan HTML, CSS. Mais bon, c'est pas ça qu'on demande quand tu fais l'AFPA et que tu fais c'est une formation de développeur informatique option client-serveur. Informatique de gestion, quoi. C'est client-serveur, informatique de gestion. C'est comme ça que ça se goupille. Donc c'est pas web agence, c'est pas créateur de page web ou je sais pas quoi. Mais moi, j'avais choisi un petit peu un stage comme ça où voilà, donc j'avais appris des choses, mais ça correspondait pas franchement à quelque chose, de vraiment, déjà qui aurait pu déjà m'embaucher par la suite. Parce que c'est le genre de stage enfin, c'est le genre d'entreprise qui prend stagiaire sur stagiaire pour évidemment ne pas les payer. Parce qu'évidemment qu'ils m'ont même pas payé, quoi. Donc en fait, j'étais dans le stage juste pour, accomplir des petites tâches en parallèle, que le patron n'avait pas envie de faire. Le patron, il dit: «Tiens, fais ci, fais ci, fais ça» et lui, il s'en fout, il veut rien t'apprendre, tu te démerdes. Donc en fait, tu apprends pas grand-chose dans ce genre de stage et tu essayes par toi-même de rendre service. Et il te dit: «Bon, je te paye les croissants tous les vendredis» et voilà, et comme ça, tu es content. Donc c'est comme ça que ça se passe. Bon, ne crachons pas dessus parce qu'un stage, en signant le stage, on sait très bien qu'on va pas être, mis sur un piédestal, mais qu'on va plutôt galérer. Ça, on le sait en signant le stage. Mais j'ai mal choisi le stage. J'aurais dû prendre un stage déjà premièrement qui offrait une opportunité d'embauche par la suite, ce que je n'ai pas fait bien évidemment. Et puis deuxièmement, un stage où tu vas apprendre des choses le plus direct possible avec l'option que tu as choisie. Ce que je n'ai pas fait, donc on peut dire que j'ai été fautif sur ce point-là. Et donc évidemment, quand je me suis retrouvé, dans le milieu de l'emploi, bah, j'ai galéré. Mais à chacune des missions que je prenais en galère, j'apprenais un peu plus. Et je me suis formé un peu sur le tas comme ça, de fil en aiguille, pendant des années, c'est-à-dire, jusqu'à, 2016 en fait. Donc de 2009 jusqu'à 2016, c'est-à-dire, pendant 7 ans quoi, pendant 7 ans, voilà, j'ai senti que j'atteignais un plafond de verre et j'ai décidé de retourner à l'AFPA après. Voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de reprendre mes études parce qu'ils offraient une possibilité de bac+4 en fait et moi je l'avais fait la version bac+2. Alors après, dans les faits, la différence entre bac+bac et bac+4 et bac+2 dans les cours, elle est pas énorme. C'est plutôt à l'entrée. Ils vont plutôt prendre des gens qui ont soit déjà une expérience informatique ou soit,
qui qui ont, déjà peut-être un bac+2 quoi. Voilà, c'est plus à l'entrée que ça joue parce qu'en fait, à l'intérieur des cours, donc déjà nous on n'avait pas de chance parce qu'on avait un professeur dans la deuxième fois où j'ai fait l'AFPA, on est tombé sur un professeur, qui c'était la première fois qu'il faisait prof à l'AFPA. Donc il était relativement médiocre, donc on a galéré. On n'a vraiment pas eu de chance parce que, il y en a, ils avaient, des professeurs qui avaient 30 ans de métier derrière. De l'autre côté du couloir, il y avait des autres classes qui avaient des professeurs, qui étaient vraiment reconnus et qui étaient là depuis des années. Donc ils avaient des super polycopes, des super trucs, ça roulait machin. Nous, on avait un prof, bon bah, il arrivait, il savait même pas où il en était dans ses polycopes, quoi. Donc on a énormément galéré dans cette année-là, tout ça, mais moi, j'ai quand même réussi à apprendre des choses là, dans ce chaos, parce que j'étais hyper déter et que j'ai compris qu'il fallait que je bosse. En fait, contrairement à la première fois où je suis allé à l'AFPA, où je m'étais laissé guider par le système en pensant que ce serait comme un peu scolaire. En fait, moi, quand j'ai fait la première fois l'AFPA, j'ai considéré, enfin, je me suis mis dans un mode qui ressemblait à celui que quand j'étais à l'école, quand j'étais plus jeune, quoi. Quand j'étais à l'école, au lycée, au collège, machin, bon bah tu te poses sur une chaise, tu écoutes le prof, tu prends des notes, voilà, puis chez toi tu relis un peu tes notes vite fait, voilà. Mais là il ne s'agit pas de ça, il s'agit de construire ton avenir professionnel. C'est-à-dire que tu peux pas te contenter de ce que disent les profs. Les profs, ils te donnent un petit peu des hameçons en fait. Ce que te disent les profs, c'est te donner quelques petits concepts clés de base, et après c'est à toi d'aller comprendre, d'aller chercher, et de mettre en pratique. Et sinon, en fait, ça vaut rien, quoi. Et donc, justement, même si le prof était pas terrible, tout ça, j'ai réussi à quand même à tirer le meilleur parti de cette deuxième fois où j'ai fait l'AFPA. Pareil, c'était en 9 mois. Et pareil, c'était un stage de 2 mois et demi. Donc, en fait, vous voyez, entre le bac+2 et le bac+4, voilà. Et la seule différence, c'est qu'on allait, je pense, un peu plus loin dans l'objet. Là où on regardait pas trop l'objet, parce que c'est ça aussi qui était un peu, je pense, la, la grande difficulté du bac+2 que j'avais fait, c'est qu'il n'allait pas très loin dans ce qu'était l'objet en fait. Hein, c'est-à-dire le polymorphisme, toutes ces choses-là, les, comment dire, les interfaces, les design patterns, etc., c'était très faible. À la différence près qu'évidemment, tu vas un peu plus loin, mais sans vraiment non plus couvrir tout, mais tu vas quand même, voilà, première chose. Et deuxième chose, dans le bac+2, il n'y avait que du C#, du PHP, et rien d'autre. Et bon, et puis JavaScript, CSS, HTML, tout ça. Mais dans la deuxième fois que j'avais fait l'AFPA, il y avait l'intérêt d'avoir du C. Et ça, c'est très important de faire du C, parce que le C permet vraiment de comprendre comment fonctionne l'ordinateur au niveau de la mémoire. Ça t'aide. Faire du C, c'est le premier langage à faire en général. Ne pas aller dans des langages de plus haut niveau comme Java ou C Sharp, parce que Java et C Sharp te masquent un tas de choses que C te permet de comprendre. Donc quand j'ai fait enfin du C en 2016 à l'AFPA et que j'ai enfin mieux compris toutes ces choses-là au niveau du C, quand j'ai enfin fait du polymorphisme, tout ça, j'ai pu enfin devenir peut-être un début, je dis bien un début, de développeur, on peut entre guillemets sérieux. C'est-à-dire un développeur avec au moins, peut-être pas génial, un génie, peut-être pas le meilleur de la place, mais au moins je pouvais prétendre à rentrer dans une boîte et à travailler vraiment. Parce que ce que je faisais avant, c'était hyper compliqué. Je vous donne un exemple. Bon, après, j'hésitais pas à déménager. Avant cette deuxième fois où j'étais à l'AFPA, pendant les 8 ans, les 9 ans, j'hésitais pas ou les 7 ans, je sais plus. Enfin, pendant toutes ces années-là, entre les deux AFPA, j'hésitais pas à déménager et j'hésitais pas à prendre des missions qui étaient loin de chez moi et qui me challengeaient en fait. Parce que c'est comme ça que j'ai quand même réussi à prendre une expérience, parce que l'expérience, ça compte aussi. Même si tu n'as pas tous les concepts, au final, l'expérience, ça finit par t'apprendre des choses. Mais je vous donne un exemple. J'étais donc à Lyon. Et je vais à donc en fait, je décide d'aller à Lyon pour faire un contrat de 11 mois pour travailler dans l'éditique. En fait, l'éditique avec un logiciel propriétaire qui s'appelle BDoc, enfin bref, et dedans il y avait un peu de C Sharp. Donc il n'y avait pas trop de polymorphisme, il n'y avait pas trop de notions d'objet, c'est plutôt du script, voilà, c'était plutôt beaucoup de script, il y avait beaucoup de Linux, beaucoup de batch, parce que c'était dans les mutuelles d'assurance. Donc, et à la fin des 11 mois, je me suis retrouvé à Lyon comme un con, parce que je le savais dès le départ hein, que ça allait être comme ça. Mais à la fin du contrat,
Moi, je remplaçais une femme qui était enceinte, qui avait pris son congé maternité, donc quand elle est revenue, bah, je suis parti et donc je me retrouvais comme ça avec un appart sur Lyon, un petit peu les mains dans les poches en me disant: «Mais qu'est-ce que je vais devenir?» Alors premier réflexe, je vais au pôle emploi. Voilà, j'assiste à des réunions là-bas qui étaient quand même intéressantes parce que là, je me suis rendu compte que dans des pôles emploi comme, des bassins comme ça de trucs parce que moi je viens à la base, je viens d'une petite ville de province, hein. À la base, je viens du nord-est de la France, d'une petite ville, voilà de Champagne-Ardenne et on voit bien la différence entre les services qui sont offerts dans le pôle emploi de province, de petites villes comme ça, et à Lyon où tu avais des grosses réunions d'information pour des tas de trucs. Tiens, si tu veux bosser dans tel truc, machin. Donc en fait, dans une ville comme Lyon, si tu trouves pas une opportunité de te bouger le cul, c'est vraiment que voilà. Mais en fait, encore une fois de plus, j'ai choisi la facilité. Au lieu de m'emmerder, j'ai été m'inscrire à Manpower Informatique, parce qu'il y a Manpower Informatique à Lyon. J'ai été m'inscrire là-bas et j'ai pris le premier truc qu'eux, ils m'ont envoyé, en fait. Eux, ils m'ont dit: «Tiens, voilà, machin», donc je suis parti là-bas, et c'était dans une grande boîte qui était NJ, je crois, et en fait, donc là, j'étais pris pour une mission de 3 mois et là, je travaillais avec un framework Fuel Polymorphism et cetera. Et donc, comme je n'étais pas bon en polymorphisme, c'est-à-dire que voilà, tout ce qui était héritage, interface, tout ça, c'était flou pour moi. Je voyais qu'il y avait des mots-clés, je les voyais, mais je savais pas à quoi ça servait. Je voyais qu'il y avait des trucs où c'était écrit interface, etc., qu'il y avait de l'héritage, tout ça, mais je maîtrisais pas. Donc, après, quand on me demandait de travailler avec le framework déjà en place, j'avais extrêmement du mal à l'utiliser. Bah, quasiment, j'avais une impossibilité de l'utiliser presque, de manière naturelle, et heureusement, ils ont fait appel pour me au bout d'un moment dans la mission, ils ont fait appel à un gars, qui lui maîtrisait le framework, qui avait participé à sa création pour m'aider justement à l'utiliser. C'est-à-dire, bah, voilà, tu prends telle classe parce que en fait, le but de cette mission, c'est de construire, heu, une interface pour faire des réservations de bornes de voitures électriques. Donc c'était intéressant à ce niveau-là parce que bon, c'était complètement nouveau pour moi et en fait, le framework permettait de dialoguer avec les bornes. En fait, le framework déjà en place, déjà construit, permettait de dialoguer avec ces bornes et donc de, pouvoir, s'abstraire de la couche matérielle, mais encore fallait-il savoir se servir de ce framework. Et donc, vu que il n'y avait pas de documentation claire, déjà faut savoir, donc c'est à toi d'aller dans le code, de dire ah tiens, il y a telle classe, il y a tel truc, dire tiens, voilà. Donc j'ai vraiment galéré, mais j'ai beaucoup appris. Mais pour vous dire un peu l'ambiance, c'est que alors ce qui était bien, c'est que la boîte avait un ordinateur portable qu'elle nous fournissait, ce qui fait qu'on pouvait l'emmener chez nous, l'ordinateur portable, et travailler depuis chez nous, puisqu'il y avait un VPN intégré. Donc ça je trouve ça vraiment chouette. C'est-à-dire que tu as ton PC, tu peux le ramener chez toi, mais bon, ça peut devenir un piège aussi, donc attention. Mais donc moi, c'est ce que je faisais pour vous dire, tellement j'étais à la ramasse, j'étais obligé de galérer, de combler. Tous les soirs, je ramenais le PC. Le week-end, je travaillais 24 heures sur 24 pour avoir un semblant de consistance devant mes patrons et devant mes collègues, pour ne pas non plus complètement me désagréger par mon manque de technique. Parce que j'ai comblé dans cette mission-là, par exemple, mon manque de technique par une analyse approfondie des choses, en fait. C'est-à-dire que je regardais, je voyais des noms. En fait, en voyant les noms des trucs, en voyant les noms des fonctions, les machins de ça, et ben, je commençais à avoir des débuts de réponse, tout ça. Et donc, ça fait que j'ai pu me raccorder assez facilement avec la personne qui était venue à mon aide. Et donc, voilà, c'est pour vous dire un peu l'ambiance. Et ça, j'en ai plein des missions comme ça. Et je peux pas toutes les raconter parce que vous voyez, j'ai fait des tas de choses. J'ai travaillé, voilà, dans des tas de trucs. Mais techniquement, pendant ces 7 années-là, c'était relativement pauvre sur le plan, comment dire, de me faire évoluer techniquement. Ça me faisait évoluer sur le plan de l'organisation, sur le plan du savoir-être. Ça me faisait énormément évoluer sur le plan, des tas de plans comme ça où, voilà, j'allais pouvoir, quand même, me sentir en évolution, mais sans vraiment évoluer sur le plan technique. Et c'est simplement après, en fait, là, j'ai décidé de pas refaire la même bêtise que j'avais fait la première fois en prenant un stage, qui était pas terrible. Là, cette fois-ci, je me suis carrément pris et mis en stage avec une SS2I.
parisienne spécialisée dans le .NET, dans le .NET C#, donc Microsoft. Et donc, à partir de là, évidemment que c'était un choix intéressant. Et donc, à la fin de mon stage, mais ils n'avaient pas le droit. Il faut savoir que comme je n'étais pas vraiment salarié de la SS2I, ils n'avaient pas le droit de m'envoyer chez un client, mais ils ne se sont pas gênés pour le faire. Ils m'ont envoyé chez un client, voilà, alors que normalement j'aurais censé. C'est bon, ils n'aiment pas trop prendre des stagiaires, quoi. C'est pour. En fait, un client, il prend un consultant, il pense qu'il va prendre un consultant qui a quand même, voilà, qui est pas un noob. Mais quand tu es stagiaire, bon, moi j'avais le truc qui était différenciant peut-être pour moi, c'est toute l'expérience que j'avais et qui fait que, voilà, j'étais pas complètement nul. Donc je suis arrivé dans cette SS2I à la fin de mon, donc il me trouve un client assez rapidement. Donc au départ, j'avais pas de client, donc je traînais un peu dans la SS2I à faire des formations internes, à faire des trucs. Bon voilà, à discuter, à faire des babis, tout ça. Bon voilà, il y avait un babi, tout ça, il y avait une machine à café. Bon, on n'était pas si mal. Et puis après, comment dirais-je, vaille que vaille, il me trouve un client. Donc ce client-là, je décide donc comme là je devais quitter ma chambre d'AFPA parce que mon stage était fini, mon diplôme était passé. Bref, en plus pour le diplôme, il y a eu tout un pataquès parce administrativement, il y a eu des soucis pour passer le diplôme. Alors je vous passe tout ça, mais ça c'est l'AFPA, cherchez pas. Donc du souci à ce niveau-là, ça a cafouillé un peu pour trouver, je crois, ils avaient du mal à trouver un jury en fait. Donc tant qu'ils trouvaient pas un jury, donc j'ai pas eu le diplôme tout de suite en fait. Bon, bah, pas grave, tant pis, c'est pas grave. Moi, j'ai quand même signé un CDI avec la SS2I. Et donc, voilà, comment dirais-je, la SS2I m'a proposé 35K. Donc 35K, moi, pour moi, ça me paraissait correct, mais après coup, j'ai réfléchi que j'aurais pu demander un peu plus, parce que bon, vu que j'avais un peu d'expérience quand même, 35K, c'est pas tant que ça, c'est pas mal, mais j'aurais pu demander un peu plus quand même, peut-être 40K. Bon, bref, 35K, je rentre et il me trouve une première mission qui s'est avérée être une mission longue. Donc ça, c'était vraiment intéressant parce que là, j'étais envoyé donc dans l'ouest parisien et j'ai décidé de déménager. Comme je devais quitter l'AFPA et quitter ma chambre, bah, il fallait à tout prix que je trouve une chambre. Et bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma chambre et là, du coup, pendant toute ma première mission de SS2I, j'avais pas à me taper les transports, machin, tout ça. J'étais à un quart d'heure à pied de ma boîte. Donc ça, c'était royal pour ça. Donc, mais par contre, la mission était difficile. La mission était extrêmement difficile parce que pourquoi? Les consultants, souvent, ils sont envoyés des fois soit pour éteindre des feux, soit pour boucher des trous que personne n'a envie de boucher, ou bien après, des fois, il y a des missions intéressantes en tant que consultant, mais pas toujours. Et là, j'étais tombé un peu, ils m'ont pris pour un pigeon en fait, parce qu'en fait, ils m'ont mis comme bras droit d'un développeur qui était un peu autiste. C'est-à-dire, c'est une histoire assez compliquée. C'est-à-dire que il y avait un développeur qui avait développé une application pour une petite boîte de mutuelle, pas de mutuelle, d'assurance, d'expertise en assurance à Montpellier, tout ça. Et après, cette boîte-là a été rachetée par un grand groupe. Et ben, ce grand groupe, c'est celui-là pour lequel j'étais en mission de consultant. Et donc, ce mec-là, il voulait quelque part mettre un espion auprès de lui, en fait. C'était un peu ça qu'il voulait faire, en clair. C'est-à-dire que moi, je devais un peu jouer le rôle d'espion et machin. Parce qu'en fait, comme il était le seul dépositaire de toute l'intelligence de l'application, et puis qu'eux, ils essaient de la réécrire. En fait, le truc, c'est que la grosse boîte, ils essaient de reprendre toute l'intelligence, mais je te souhaite du bon courage, hein. Parce qu'en fait, lui, il avait développé tout un truc, c'est une usine à gaz, et en fait, lui, ils l'ont forcé à avoir un bras droit, et il n'était pas trop d'accord, donc moi, ils m'ont collé un peu comme bras droit de ce gars-là, et ce gars-là, bon, voilà, il était pas très causant, quoi. Donc moi, j'étais plutôt, il me voyait plutôt comme un ennemi. Donc il me faisait faire des petits trucs comme ça. Donc j'ai galéré dans ce poste, j'ai galéré, mais j'ai tenu. J'ai tenu, puis après c'était une grosse boîte. En fait, c'était un gros plateau. C'était la première fois que je travaillais sur un gros plateau où, vous savez, il y a un énorme open space avec des tas d'équipes. Il y a, comment vous dire, les équipes du BI, il y a les équipes de ci, de ça. Donc tu vois, c'est un peu la jungle, quoi. T'es là-dedans. Et moi, j'étais tout seul, en fait. J'étais tout seul, j'avais pas d'équipe, puisque lui, il travaillait de chez lui. Donc en fait, il venait très rarement à la boîte, etc., dans les réunions. Donc en fait,
je travaillais avec lui de distance. Lui, il était chez lui et il gérait l'application et les bugs, et cetera. Et moi, j'étais tout seul comme un con sur le plateau à galérer comme ça. Donc finalement, les gens, ils me prenaient un peu pour un abruti, quoi. Ils me prenaient pour un extraterrestre parce que j'étais le seul dans ce cas-là. Où tout le monde était là entre eux, ils étaient tous entre équipes, entre machins, tout ça. Et moi, j'étais là avec mon ordi, tout seul, comme un con. Alors après, finalement, j'ai réussi tant bien que mal à sortir de ma coquille. J'ai essayé de bosser avec d'autres trucs, mais ça s'est pas trop bien passé parce que ça a été mal vu que je quitte ma mission première. J'essaie de m'incruster dans d'autres missions. Voilà, justement, donc, comme j'avais une expérience BDoc, j'ai essayé de m'incruster dans une expérience BDoc éditique. Et puis, ça s'est révélé être une catastrophe parce que, bon, on m'a collé avec d'autres gars qui étaient des cons, en fait, finalement, et qui se foutaient un peu de ma gueule. Enfin, bref, j'aurais mieux fait de rester dans mon petit truc. En fait, moi, celui-là, mais tellement je m'ennuyais, je me faisais chier, quoi. Parce que, en fait, son application, elle était incompréhensible. J'avais beau plonger dedans, c'est incompréhensible. C'était codé en VBNet en plus, c'était même pas du C#, c'était du VBNet. Et en plus, après, ils ont essayé de faire des modifs en C#, de rajouter des classes en C#, parce que justement, ils considéraient que le VBNet, c'était pas très bien, donc ils l'ont forcé à prendre une équipe C#, et il a viré l'équipe C#. Donc moi, je venais après l'équipe C# que lui a viré, parce qu'il voulait rester en full VBNet, et il était dans son appli, parce qu'au départ, il avait construit un truc en Access. La toute première version du truc qu'il avait fait, parce qu'en fait, lui, à la base, ce gars-là, c'était un vendeur d'imprimantes. En fait, il venait vendre des imprimantes à un cabinet d'expertise à Montpellier, dans une petite agence de Montpellier. Et ils ont dit, ah ben, est-ce que vous seriez capable de nous faire une petite application de gestion? Et lui, il a dit d'accord. Et il a commencé de leur faire déjà une application de gestion en Access, pour les experts en assurance de ce cabinet. Et après, petit à petit, vu que ça prenait de l'ampleur, ils ont abandonné Access pour du VB. Mais à la base, je pense que ce gars-là, c'était plus un bricoleur qu'autre chose, donc il a appris un peu tout seul. Mais c'est quand même un gars super intelligent. Il avait quand même, voilà. Donc bref, moi, dans cette première mission-là, j'étais avec ce gars-là, et donc c'était compliqué parce qu'en plus, ils essayaient de lui mettre à l'envers, en fait. Parce que eux, ce qu'il voulait, c'était reprendre il voulait que lui explique tout ce qu'il savait, tout ce qu'il avait fait dans son logiciel, pour sans doute le virer après. Parce que lui, il était embauché, mais il le sentait, ça. De toute façon, il le comprenait, donc il n'était pas très heureux du tour pendable qu'on était en train de lui jouer. Parce que lui, il était bien. Moi, j'ai vu, sans faire exprès, j'ai vu sa fiche de paye, parce il avait laissé traîner sa fiche de paye dans un dossier, et j'avais vu que sa fiche de paye, elle faisait 4000 balles net par mois. Donc c'était le bon plan pour lui. Et de savoir que ce bon plan-là allait s'arrêter une fois qu'il n'aurait plus besoin de lui, bah lui, il traînait des pieds en fait. Il traînait des pieds pour faire la passation de connaissances. Donc ça peut se comprendre. Moi, je me mets à sa place, ça peut se comprendre. Parce que il n'allait pas le prendre lui pour le faire travailler avec les jeunes. Parce que lui, c'était un mec autodidacte qui était vraiment un ovni et qui avait rien à voir avec les équipes de jeunes qu'il y avait là-bas. Parce que même moi, j'étais un ovni là-bas. Moi, avec mon âge, voilà, j'avais un peu moins de... j'avais dans les 40 balais. Voilà, c'était en 2016. Ouais, j'avais 40 ans, quoi. Dans les 40 ans. J'avais 16 plus 10, 26. 26 plus 8. Ouais, j'avais peut-être... Ah bon, je me rappelle plus exactement de l'âge que j'avais, parce que j'arrive plus à calculer à cette heure-ci, c'est difficile en podcast. Enfin bref, j'étais assez âgé, donc en fait, eux, dans ces grandes boîtes-là, ils se font pas chier. Ils forment, en fait, ils avaient même un centre de formation. Parce qu'en fait, là, la boîte que je vous parle, c'était une des principales boîtes européennes de cabinets d'expertise. Donc c'est un énorme groupe. Et dedans, en fait, eux, leur spécialité, c'est de racheter des petites boîtes et de piquer les technologies qu'il y a dedans. C'est comme ça qu'ils font, en fait. Ils rachètent les petites boîtes, et dedans, il y a tel ou tel logiciel, hop, ils le reprennent et ils le remettent à leur sauce dans un logiciel global, en fait. Ils ont un logiciel global qui regroupe un peu tout, et ils essaient de tout mutualiser, ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'on voyait que les gars, ils galéraient, hein, tu sais, il y avait des équipes agiles, donc là-dedans, c'est fuel agile, mais fuel pression, hein. Il ne faut pas croire que parce qu'ils étaient en agile que c'était la belle vie, hein. Ouais, ils étaient en méthode agile, mais il faut voir la pression aussi, parce que déjà, tu as des mecs, il faut leur faire passer En fait, la difficulté à la fin, c'est qu'il faut vendre ton produit aux experts en assurance. Parce que c'est eux qui vont dire, ah ouais, ça me plaît, ça m'aide. Ça me plaît dans mon boulot, parce que c'est ça le truc. Parce qu'après, toi, tu te fais chier à construire des trucs. Et après, l'expert en assurance, il dit, ouais, mais finalement, non, tu vois. Donc en fait, il y avait une espèce aussi de... il y a des freins, quoi. Ça se fait pas tout seul, tout ce genre de boulot. Enfin bref, c'est un micmac pas possible. Moi, j'étais au milieu de tout ça et j'ai énormément appris. C'est pour dire que le point négatif, c'est que effectivement,
je me suis fait chier un peu vis-à-vis de la mission pour laquelle j'étais venu, mais j'ai eu raison de l'accepter. Ça, c'est aussi pour les gens qui écoutent et qui se diraient, est-ce qu'il faut accepter toujours nos missions quand on est débutant ou pseudo-débutant comme je l'étais? Oui, accepter tout et n'importe quoi en fait. Même si ça peut paraître complètement con, même si le gars il dit ouais tiens tu vas aller faire les cafés pour une boîte d'infos, bah va faire les cafés pour une boîte d'infos, tu t'en fous parce que tu vois une fois que tu as le pied dans la boîte, tu vas pouvoir t'incruster à des trucs. Écoutez, moi j'écoutais tout en fait. Moi j'étais vraiment, au lieu d'espionner Guy, qui était le gars qui avait fait le logiciel, bah moi j'espionnais tout le monde en vérité, pour comprendre tout ce qui se passait, apprendre des choses, machin, parce que là tu avais les meilleurs SS2I de Paris qui étaient là. Tu avais toutes les. Donc, je vais vous en citer une, si je me rappelle du nom. Bon, ça peut-être ça me reviendra, mais en fait, il y avait des superbes SS2I parisiennes qui étaient là. Je me rappelle pas de tous les noms, mais c'était vraiment les plus grosses boîtes au niveau techno. Je vous parle parce que vous savez, il y a des SS2I un peu pourris, vendeuses de viande. Quand on voit les consultants, machin, mais il y a aussi des SS2I de luxe, c'est-à-dire où dedans, tu as vraiment des hauts profils de chez haut profil, et dedans, avec une culture interne assez forte de la technique, avec des mecs qui font des podcasts, des machins, tu sais, ils sont reconnus sur la place de Paris, voilà, c'est des développeurs qui sont reconnus sur la place de Paris, et voilà le genre de SS2I qu'il y avait avec moi, plus puissante que la mienne. La mienne, c'était une SS2I d'un étage en dessous, hein, parce qu'elle était un peu... Bon, il y avait 50 personnes, voilà, 50 consultants dans ma SS2I à moi, où j'étais employé. Donc on peut pas dire que... donc pour ceux qui savent pas, SS2I, c'est société de service, mais maintenant ça s'appelle ESN, hein, entreprise de société numérique. Enfin bref, il y avait des super trucs, et ils avaient des super méthodes de trucs, de travail, des outils de malade et tout ça. Donc moi, de me plonger un peu dans tout ça, j'ai énormément appris. C'est là que j'ai découvert, il y en a, ils faisaient du Kibana, il y en a, ils faisaient du stock, du Logstash ou je sais pas quoi. Enfin bref, tous des trucs que je connaissais pas, il y avait, l'agilité, et puis le DevOps. Là, c'est là que en 2016, je commençais à entendre parler de DevOps, etc. Donc vous voyez, ça a été très riche, mais le problème, c'est que ça devait se terminer par le fait qu'ils ont jugé que que j'étais inutile en fait. Ils ont jugé que ma présence n'apportait rien en fait, et ils avaient raison de penser ça. D'autant plus qu'il y a eu un changement de DSI. Le DSI, c'est le directeur de tout le plateau en fait. C'est-à-dire que, comme je vous dis, c'est un énorme plateau où j'étais là-bas chez ce client. C'est un énorme plateau open space avec différents trucs, machin, avec un autre étage qui s'occupe plus de tout ce qui est secrétariat, machin. Donc en gros, il y a 2 étages comme ça dans une grosse boîte, dans un gros bâtiment, et tu un directeur de tout ça, qu'on appelle le DSI. Et il se trouve que ce mec-là s'est fait virer quand même mal propre parce qu'il a fait le con. Il a fait dépenser à tir larigot, à ce qui paraît. Et donc, en fait, il s'est fait remplacer justement par une femme qui est venue après lui, qui avait l'air beaucoup plus pète sec sur tout ce qui était finance. Et donc, elle m'a convoqué dans le bureau. Elle dit bon, voilà, moi, j'ai rien contre vous, hein, vous absolument rien. Mais faut reconnaître que la mission dès le départ, qui était déjà, premièrement, la mission pour laquelle j'étais venu, était pas très bien définie. Et puis au résultat, elle n'a pas très bien évolué dans le sens où, euh, en fait, il n'arrivait pas à percevoir la plus-value que j'avais, alors que j'avais quand même une plus-value. Je le sentais, parce que Guy était quand même bien content des fois de me faire des petits trucs que lui, ça le faisait chier, quoi, en fait. Hein. Il me donnait, tiens, ce machin-là, tiens, il y a un nouvel EDI. Par exemple, il m'a fait programmer un nouvel EDI. Et lui, des EDI, il en a fait 50, donc il s'en bat les reins, quoi. Et, encore un nouvel EDI. Donc un EDI, c'est quoi? C'est un système de communication avec, par exemple, les assureurs. Donc les assureurs et les experts en assurance doivent échanger des données. Donc moi, j'ai travaillé sur une nouvelle connexion. Donc j'ai dû me baser sur ce qui se faisait. Bon, alors j'ai pas mal galéré, parce qu'évidemment, il n'y a pas... Tu es obligé En fait, tu apprends les choses au compte-goutte, en fait. Et en tant que développeur, c'est extrêmement difficile, parce que on te demande de produire un truc qui marche, on te demande un truc qui est bien structuré, mais quand tu apprends les choses au goutte à goutte, et ça, c'est un des gros problèmes que j'ai encore maintenant. C'est pour ça, dans le podcast, vous verrez tout ça, quoi, au fil des épisodes. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai énormément appris, comme je vous l'ai dit, mais on s'est passé de moi, c'est une chose. Après, je me retrouve dans la SS2I, et là, ça devient compliqué, parce que la SS2I, déjà, ils sont assez mécontents. Je pense que la mission s'arrête. Pour eux, j'étais placé dans un truc où j'aurais dû rester. Ils se sont dit, il y a un besoin, machin, pourquoi il revient? Ça, je peux les comprendre. Mais ils savent pas derrière tout ce qu'il y a, parce que eux, le problème des SS2I, c'est qu'ils ont absolument, mais absolument rien à carrer
de tes conditions une fois sur place chez le client. Ah, ils en ont rien à carrer, c'est pas leur problème. Donc en fait, et ça se comprend, eux, ils sont là pour vendre du développeur. Une SS2I, à la base, elle est, à part les hautes SS2I où les mecs sont des super techniciens et où ils peuvent choisir leur mission, voilà, à partir du moment où t'es pas un super techos de l'espace avec 10 ans d'expérience, machin, et trucs, tu vas pas choisir tes missions et puis dire ouais, moi je veux tant de cas, je veux 50 cas, je veux ci, je veux ça, du café, du bidule. Oh, là, moi, j'étais plutôt le genre j'étais plutôt un mec à se débarrasser, quoi. La SS2I, quand elle a un genre de profil comme le mien sur les bras, un mec qui a pas vraiment fait des étincelles dans la vie. Bien sûr que j'avais de l'expérience, mais pas très probante en vérité, hein, qui était plutôt en province, pas trop à Paris. Donc déjà voilà, déjà quand t'as pas trop d'expérience sur Paris, déjà voilà. Et le truc c'est que en plus c'était que de l'expérience bac+2. Et là je venais simplement de décrocher mon bac+4. Donc quand t'as un profil comme ça, t'es plutôt un fardeau pour la SS2I. Elle sait pas trop quoi faire de toi et dès qu'elle trouve une boîte, enfin c'est pas que t'es un fardeau, mais t'as intérêt de t'accrocher quoi. Et eux, ils étaient un peu déçus quand même. Voilà. Et puis après, ils m'ont envoyé dans divers trucs, faire des rendez-vous, machin. Et donc là, je vais vous dire franchement, je vais vous résumer les choses. J'ai fait 2 missions ensuite qui se sont mal passées. Donc j'ai fait une première mission pour un logiciel qui fait des contrôles techniques de voiture. Donc la difficulté, c'est que tu arrives dans des métiers que tu connais absolument pas. Il faut que rapidement tu comprennes le métier et que tu comprennes les frameworks. Et en fait, le gros problème de quand je suis allé dans l'entreprise qui faisait pour le logiciel de contrôle technique, le gros problème, c'est que c'était écrit en MVVM et que moi, je maîtrisais pas. Voilà, je ne comprenais pas le MVVM. Donc ça a été un énorme frein. Donc faites attention qu'il y a une techno que vous ne maîtrisez pas, formez-vous. Moi, si vous voulez, le MVVM, en fait, le problème, c'est que je ne trouvais pas les bons supports. Je savais pas qu'il fallait. Enfin, j'arrivais pas à trouver des bons supports à ce sujet-là. Et c'est vrai que les bons supports en informatique à l'époque, c'est difficile à trouver. Souvent, c'est dans des magazines, c'est dans des trucs. C'est pas, tu sais, t'allais pas trouver une ressource en français parce qu'à l'époque, je savais même pas parler anglais. Il aurait fallu que je trouve une ressource en français, par exemple sur YouTube ou une formation ou un machin qui m'explique clairement le MVVM, qui est un design pattern pour le C# et le WPF. Et donc, comme je maîtrisais pas le MVVM, eh bien, ça a été et puis que je me suis engueulé avec un connard là-bas parce qu'en fait, il y avait un mec qui branlait rien et qui faisait chier tout le monde, mais qui était là et que j'ai réussi presque à faire virer. Mais je suis parti en même temps dans le lot. C'est-à-dire que j'ai réussi à mettre dans l'embrouille un gars qui faisait chier le monde et que personne n'aimait. Et en même temps, ça a mis une étoile, enfin ça a mis une flèche sur mon front, comme quoi j'ai fait partie de l'embrouille. En fait, quand tu fais partie d'une embrouille, même si tu as raison, c'est pas bon quand tu es consultant. Donc première mission, ça a duré 2-3 mois comme ça. Donc là, moi, SS2I, ils commencent un peu à avoir rouge, mais bon, ils se disent bon, après tout, on va aller retrouver un truc, c'est pas grave, il a fait de son mieux, il a eu une embrouille avec un gars. Bon, en fait, ils ont été quand même relativement compréhensibles. Par contre, après, alors là, c'est là que la catastrophe arrive, c'est qu'on m'envoie dans une banque, dans une grosse banque à Paris, et je vais vous dire tout de suite, c'était pas fait pour moi. C'est vraiment une ambiance. En fait, là-bas, si tu veux, quand tu es consultant et que tu es envoyé dans une banque, t'es rien, t'es personne. On te traite comme de la merde. En fait, ils me disent ouais, en fait, on sait même pas où on va te mettre. Déjà, j'arrive là-bas, ils me disent on a même pas un bureau pour toi, on sait pas trop ce qu'on va faire de toi. Déjà, ils arrivent, ils te mettent un peu une étoile sur le front d'inutile, quoi. En fait, ils te mettent une flèche sur le front, bah toi, on sait pas quoi. En fait, t'étais là, j'étais comme une espèce de bouche-trou imaginaire où pareil, on savait pas trop quoi faire. Tu sais, c'est souvent des histoires politiques. Des fois, ça faisait 2 fois dans cette SS2I où on m'envoyait dans un truc où c'était plus politique l'affaire. Vous voyez, quand je vous disais l'histoire de Guy, ils avaient plus mis moi dans les pattes de Guy pour l'espionner et pour lui soutirer un peu des informations. Parce qu'en fait, ce qu'ils voulaient, c'est qu'un profil C# vienne un peu rajouter du C# là-dedans, machin, et puis un peu sortir Guy de sa connaissance, en fait. C'était un peu ça l'idée. Donc c'était plus politique qu'un besoin concret que Guy aurait souhaité. Guy, il voulait pas de personne pour l'aider. Il considérait qu'il pouvait tout faire tout seul. Donc en fait, on lui imposait politiquement quelqu'un, donc il y a eu ça. Et là, on m'envoyait dans une banque, mais pareil, dans ce truc-là, c'était vraiment pas très bien défini. Si, en fait, si, j'étais venu pour soi-disant remplacer un gars. Et
en fait, pareil, en fait, ils m'ont fait faire une formation de passage de compétences entre moi et lui, mais je pensais que c'était pour moi les compétences, mais en fait non, c'était pas pour moi, c'était juste pour les extraire en fait. Eux, ils avaient besoin de quelqu'un pour extraire les compétences, mais pas forcément par la personne qui allait reprendre derrière, parce que ça pouvait pas être moi qui allait reprendre derrière. En fait, j'ai compris ça, bah là, je suis en train de le comprendre en vous le disant. Ça me paraît clair maintenant. Pourquoi? Bah parce que lui, c'était un super profil. Donc, faut quand même pas me faire croire que c'est moi, consultant à la noix de coco, qui allait pouvoir faire ça. Et pourtant, c'est ce qu'on m'avait vendu. On m'avait vendu que j'allais remplacer ce gars-là qui avait 8 ans, qui avait participé à des projets de ouf en interne. C'était un ouf, le gars. Franchement, c'était un ouf. Il a participé à il a bouffé à tous les projets de la banque. Et ça rigole pas. C'est des gros projets en interne et machin. C'est de la grosse banque, quoi. Et on me faisait croire que c'est moi qui allais reprendre tout ça. En fait, oui, j'ai passé un mois avec lui ou deux, je sais plus exactement, à travailler avec lui, mais c'était juste pour coucher sur papier, extraire, comment dire, son savoir. Et en fait, une fois que ça a été fait, c'est parti en autre boudin. Donc voilà, moi, pour vous dire, c'est parti en autre boudin je sais plus exactement, mais à la fin, j'en ai marre aussi. Je crois que j'en ai fait part. J'en ai fait part à quelqu'un là-bas, qui en a fait part à la SS2I. Et à partir de là, après, c'est là que c'est commencé de partir en couille. J'ai envoyé En fait, j'avais un commercial qui s'occupait de moi à la SS2I. Et ce commercial-là, je l'en voulais un peu, parce qu'à chaque fois, il m'envoyait dans des missions qui ne me correspondaient pas forcément. Il en avait un peu rien à cirer de comment j'allais être accueilli, machin. En fait, il m'envoyait dans des trucs un peu casse-pipe et sans aide en fait. Moi j'étais envoyé par ma SS2I dans des trucs, j'avais pas de soutien en fait. J'étais pas soutenu efficacement. Donc quand t'es envoyé comme ça, t'es juste là pour ramasser le chèque en fait. Eux, la SS2I, ils sont contents, à la fin du mois ils ont le chèque, mais moi toi t'es sur place en attendant en train de galérer. Donc moi, résultat, j'ai envoyé un mail un peu sombre à mon commercial, parce que j'avais déjà parlé de rupture conventionnelle, mais il avait étouffé l'affaire. Le commercial en question, il m'a dit non, 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 mais de toute façon, ils accepteront jamais de te faire. La direction n'acceptera jamais. Oublie. Et là, cette fois-ci, comme j'ai envoyé un mail sombre à la suite de tout ça, où dedans j'étais assez négatif, assez presque agressif, assez morose, tout ça, et ils ont compris que là j'étais à sec, que je pouvais plus évoluer en SS2I de cette manière-là. Et donc, du coup, j'ai eu une réunion avec les deux patrons. Et les deux patrons, ils m'ont proposé d'eux-mêmes une rupture conventionnelle. Ils m'ont dit: «Pas de problème, on va te faire une rupture conventionnelle», tout ça. Et bah, ça a été, super sympa pour moi de pouvoir faire ça. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Bah, parce qu'après, bah, j'ai pu repartir en province avec cette rupture, me reconstruire et vous allez pas le croire, une fois arrivé en province, de retour, dans ma famille, tout ça, machin, bien, campagne, air pur, et cetera. Fini Paris et parce qu'en plus, moi, là, j'ai quitté Paris parce que là-bas, j'ai une maladie du cœur qui s'est déclarée et qui était, donc une maladie cardiaque et qu'en même temps, la pollution de Paris, ça aidait pas. Voilà, ça m'aidait vraiment pas du tout. Donc j'étais content de partir, hein, et vous allez voir que j'étais 2 fois content de partir parce que premièrement, eh ben, j'ai pu retourner en province et me remettre bien, parce que ça allait mieux après. Et que, bah, après, par la suite, il y a eu l'épisode du Covid, hein. Et donc j'étais bien content de le faire en province et pas à Paris. Ça aurait été assez dégueulasse et assez affreux. Donc j'étais content de le faire en province, mais ça, c'est venu tout de suite un peu après, parce que après, c'est 2017-2018, donc j'arrive en province, et là, bah là, c'est de nouveau un petit peu. Bon, là, ça va, parce qu'au départ, c'est le chômage, etc. Mais je reçois un appel de celle qui m'avait viré de la première mission. Vous savez, avec Guy, la boîte d'assurance m'appelle en me disant, parce qu'elle a eu mon numéro par la CS2I qui lui a donné, et il m'appelle, elle me dit: «Ouais, il y a Guy qui est malade». Alors Guy, il avait une grave maladie, tout ça, il pouvait plus bosser. Donc à partir de là, ils étaient super méga emmerdés. Et qui c'est qu'ils appellent? Ils appellent moi. Et en fait, ils m'appellent pour comment dirais-je? Bah, simplement assurer, le remplacement de Guy, en quelque sorte. Alors, c'est bien un bien grand mot, hein, parce que j'avais pas ses connaissances, mais reprendre un petit peu ses affaires qu'il faisait, essayer d'avancer quand même.
Et donc, voilà, donc le seule erreur que j'ai fait, c'était pas d'accepter, c'était une bonne chose d'accepter cette mission parce qu'en fait, c'est une mission en tant que freelance, mais en passant par une boîte de portage salarial. Mais l'erreur monumentale que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à être payé, à l'heure et c'est moi qui déclarais, mais je déclarais de manière trop honnête, en fait. Donc ce qui fait que je gagnais finalement pas très beaucoup. J'arrivais pas à mentir sur ça, mais là était mon erreur. En fait, j'aurais mieux fait de prendre un salaire au forfait, de dire: «Bah, vous me payez tant par mois, je m'en fous des heures que je fais, mais vous me payez tant par mois». Ou bien, comme ça, j'aurais pas eu à mentir sur le truc, mais parce que ça me faisait chier. Parce qu'en fait, il me faisait faire pas assez d'heures pour que la paye soit intéressante, mais j'aurais même pu mentir si vous voulez, mais j'y arrivais pas. Moi, j'étais scrupuleux. Je travaillais, je notais vraiment les heures que je faisais, mais ça marche pas comme ça l'informatique. Si tu veux gagner ta croûte, c'est pas de dire: «Ah, voilà, je suis payé de l'heure, machin». Donc, au final, je faisais des payes à 700 balles, des trucs comme ça. Mais bon, bah, c'est tout, j'ai pris ça, je l'ai fait. Mais malheureusement, quand le Covid est arrivé, eh ben, ils ont envoyé un mail à tous les freelances comme moi j'étais pour leur dire: on peut plus vous garder tant qu'il y a le Covid, tout ça, et on vous recontactera après le Covid». Sauf qu'ils ne m'ont jamais recontacté. Donc voilà, j'étais content d'avoir eu ce truc-là arrivé en province. Ça a été une expérience intéressante, mais voilà, donc je me retrouve le bec dans l'eau et heureusement, j'avais donc du chômage pendant toutes ces périodes de Covid machin, parce que là, du coup, le Pôle emploi, il te fait pas trop chier parce que tu as des confinements, des machins, des trucs, donc super difficile de vraiment mener une recherche d'emploi digne de ce nom. Et moi, toute la chance que j'avais, bah, moi, c'est que j'étais posé tranquillement à la campagne avec mon chômage. Ah, et voilà la récompense. Donc, vous voyez, des fois, la vie est belle. Mais bon, après, j'ai pris 20 kilos à cause du Covid, donc le stress, les interdictions d'aller se balader, machin, faisait que moi, parce que moi j'aimais bien me balader et tout ça, donc du coup je me suis retrouvé à moins dépenser de calories. Donc tous ces confinements-là, voilà. Mais j'avais plus trop de boulot, tout ça. Et après, j'ai retrouvé des, des missions diverses et variées. Alors là, cette fois-ci, dans des entreprises qui étaient dans ma région. Et là, c'est que j'ai constaté l'énorme gap d'opportunités entre Paris et la province. Bah, évidemment, parce que du coup, moi, j'avais déménagé de chez mes parents et j'étais dans les Vosges, parce que là-bas, j'avais un pied-à-terre dans les Vosges. Donc, à partir de ce pied-à-terre dans le sud des Vosges, ben, j'ai commencé à travailler dans le coin, mais il y avait peu d'offres en tant que développeur. Et quand il y en avait, c'est pas des trucs forcément plaisants. Bon, je vous passe les détails. Et donc, voilà, j'ai par exemple travaillé dans une grosse boîte de transport routier, énorme boîte qui sont dans les 4-5 premiers français. Et là-dedans, l'ambiance ne m'a pas plu. Donc j'ai fait 6 mois par exemple. Et ça a été la dernière grosse mission merdique avant celle que j'ai actuellement et qui va faire l'objet bah, de raconter mes aventures dans ce podcast. C'est donc voilà, j'ai eu de la chance parce que j'aurais pu y rester, en faisant certains choix. En fait, quelque part, en fait, j'ai bien fait d'être déraisonnable. Parce qu'en fait, j'étais assez déraisonnable de ne pas tout faire pour rester dans ce poste qui me plaisait pas trop, qui était à 30 kilomètres de chez moi, mais il y avait un peu de télétravail, et cetera, machin, mais je m'entendais moyen avec la mentalité du groupe, de l'équipe. Il y avait un problème dans la mentalité de l'équipe. Ça me plaisait pas, machin, et cetera. Mais la raison aurait voulu que je fasse tout pour me battre pour cette opportunité, qui était la seule vraiment de concrète que j'avais eue, de vraiment qui débouchait sur quelque chose de vraiment concret, parce qu'il faisait du C-Sharp, parce que c'était voilà, et qu'en plus il y avait des bons gars. Il y avait un gars qui était avec nous là-bas, qui était super balèze. Et moi, j'étais content d'apprendre avec lui. Il était sympa, balèze, et il mâchait pas ses mots. En plus, qu'il était balèze techniquement et il envoyait du bois envers la direction, tout ça. Donc, bon, ça fightait pas mal. Ça fightait avec le service des, comment dire, de l'infra. L'infra et le support technique, ça fightait un peu avec l'équipe de dev. Mais à la fin, c'est parti en couille parce que la boîte, elle s'est fait pirater, elle s'est fait hameçonner par un ransomware, etc. Donc après, nous, on pouvait plus travailler comme on voulait. Ils nous avaient mis des machines virtuelles toutes pourries. Donc on pouvait plus lancer Visual Studio comme on voulait. Ça ramait, c'était le bordel.
Bah, finalement, je me dis: «Bon, faut mieux pas trop essayer de rester» et donc de toute façon, ils avaient plus envie de moi non plus. En fait, c'est donc d'un commun accord, machin, mais j'ai bien fait parce qu'après, il s'est avéré que j'ai trouvé cette superbe opportunité dans laquelle je suis actuellement. Donc voilà, et tout vous expliquer tout mon parcours pour vous dire enfin là où j'en suis maintenant. Et bien, en fin 2023, je réponds à une offre Pôle emploi. Comme quoi le Pôle emploi, ça ne sert pas qu'à bon, France Travail aujourd'hui, mais à l'époque Pôle emploi, bah, ça ne sert pas qu'à payer des fonctionnaires. Là, j'ai répondu à cette offre d'une entreprise donc qui vend du matériel de spectacle et qui, propose, un poste, en télétravail. Dans mon cas, parce que j'étais loin, j'étais à 80 kilomètres, j'habitais à 80 kilomètres de la boîte. Après, comme mes parents habitaient pas loin de la boîte et qu'au départ, il a fallu quand même que j'aille un peu me former là-bas, tout ça, bon, bah, j'allais un peu chez mes parents, tac, tac, j'allais tout ça. Donc, au départ, il y a eu un peu des trucs comme ça, des petites, périodes comme ça où j'étais un peu en entreprise, mais, la plupart du temps, je suis en télétravail. Donc en fait, j'ai répondu à cette offre et ça a bien matché avec le CEO. Le CEO de cette boîte, bah, avait fait quelques scripts, était un peu développeur lui-même, mais s'est retrouvé assez rapidement, bloqué dans ses ambitions mais avait un bon niveau, donc capable de me chapeauter un peu quand même. Et donc voilà, l'objet de ce podcast que je mets en place, eh bien, c'est de raconter un petit peu comment ça s'est passé, les difficultés, parce qu'en fait, je suis donc le seul développeur de la boîte, entre guillemets, bien sûr, parce que mon patron, on peut considérer, enfin, il est plus un scripteur, mon patron. Mon patron, voilà, lui, typiquement, il ne sait pas ce que c'est que le polymorphisme. Donc en fait, il est, comment dirais-je, bien sympathique et puis très motivé. Puis il avait fait maths sup, je crois, donc il est d'un bon niveau technique au niveau mathématique, et cetera. Puis en tant que CEO, il a une ouverture d'esprit qui est de son level, hein. C'est-à-dire qu'il gère beaucoup de choses, donc forcément, il est cultivé et c'est un mec intelligent et voilà, c'est pas n'importe qui. Et donc, mais voilà, c'est pas, vraiment, ce qu'on peut appeler un vrai développeur pur et dur comme moi, finalement, je peux le prétendre aujourd'hui avec toutes mes aventures que j'ai pu avoir pour me forger cette identité. Et donc aujourd'hui, bah, me voilà là, le seul développeur de cette boîte, mais je suis en télétravail et il y a des difficultés, tout ça, donc j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de me confier, tout ça, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce podcast. C'est pour un petit peu, voilà, me décharger mentalement et puis pourquoi pas, vous divertir ou vous aider, à vous repérer dans le métier si, vous décidez, comment dirais-je? De peut-être en faire votre métier ou que vous êtes déjà un peu dans le métier et que vous avez envie d'élargir votre vision d'esprit avec mes histoires, parce que des anecdotes, j'en ai à l'appel, des fois, je pourrais même donner sur cette chaîne des astuces techniques. Donc comme vous le voyez, bien évidemment, c'est une chaîne qui sera plutôt réservée à des développeurs, voilà, à des gens qui connaissent, voilà, tous les problématiques qu'il y a dans le développement. Voilà. Donc moi, voilà, je suis content de cela, de votre écoute. Je vous remercie d'avoir, pris le temps d'écouter jusque-là. Mettez peut-être un pouce si c'est pas trop abusé. Abonnez-vous si c'est possible. S'il y a un cœur à mettre quelque part dans la plateforme, allez-y. Et moi, bah, je vous dis, à bientôt et bonne soirée ou bonne journée, selon le cas.